qu'on va écouter Abel Libelo lui-même expliquer sa pensée lorsqu'il pense que l'opposition vient de perdre l'élection la plus facile et que ces propos-là font débat. Abel Libelo, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur la radio de la capitale. Oui, bonjour. En vous, j'aimerais savoir comment vous vous réveillez à Yaoundé ce matin. Je crois que Yaoundé est debout. Il n'y a pas d'alerte majeure quelque part. Nous sommes partis de Yaoundé 6 pour Yaoundé 4, en passant par d'autres arrondissements. Je pense que pour le moment, il n'y a pas d'étincelle, il n'y a pas d'alerte. Voilà. Tant mieux. Et nous devons féliciter la population étang de Yaoundé et tous les environs pour leur distance par rapport à cette dérive qui font de tribalisme qui a énormément endeuillé la ville de Douala. Je dois vous rappeler que je suis arrivé à Douala hier et j'ai trouvé que la résidence du maire Denis Fampou de Douala 2 a été incendiée par les populations nordistes mobilisées sous les agissements de M. Issa Tiroma, d'une part. D'autre part, la base logistique de l'entreprise McGill qui construit la sortie est de la ville de Douala a été complètement rasée. Tous les véhicules, plus d'une cinquantaine de véhicules avec les engins lourds ont été complètement détruits, brûlés par ces assaillants d'une sauvagerie jamais égalée dans l'histoire de notre pays. Donc, il y a des choses comme ça. Le temple municipal de la commune de Douala 2 a été rasé, détruit complètement par les flammes. Et je dois noter avec beaucoup de joie que les peuples littoraliens se démarquent sérieusement de cette folie organisée par des hordes de barbares mobilisés sous l'invitation de M. Anissé Ekane Djokan Tameni, Issa Tiroma, rejoint par leur nouvel allié, M. Maurice Kamto, qui emporteront très certainement une lourde responsabilité dans cette dérive politique que notre pays n'avait jamais connue. Et je dois prier avec certainement vous que ce soit la dernière dérive de cette nature que nous devons conjurer. D'accord, Abel, nous disons justement que nous donnons et nous laissons l'opportunité aux autorités compétentes de tirer les leçons, les conclusions et les responsabilités dans cette affaire. Alors, mais la question ce matin est celle, votre dernière sortie sur Info TV, qui indiquait que l'opposition venait de perdre une élection facile. En quoi est-ce que vous pensez que cette élection était facile et qu'elle aurait pu être gagnée par l'opposition? Cette élection était d'autant plus facile que tout le peuple camerounais était unanime qu'il n'est pas raisonnable que le RDPC investisse un candidat comme Paul Biya, avec son âge et sa longue pratique de pouvoir, qui font de lui un candidat épuisé physiquement, qui ne permet pas d'augurer un meilleur avenir dans la conduite des affaires au sommet de l'État. La gestion au sommet de l'État est difficile. Elle requiert des aptitudes physiques que le président Biya n'a plus. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, le président Biya est fatigué. Cela se voit maintenant de plus en plus. Et la présidence de la République n'est pas un endroit où on se repose. Dans tous les pays du monde, la présidence de la République est un endroit qui appelle une énergie physique énorme, disponible pour pouvoir conduire au jour le jour les affaires publiques. Cette élection était d'autant plus facile que le président Biya, en faisant de lui-même une curiosité historique mondiale, était prédisposé à perdre.
si l'opposition avait un candidat de large consensus autour duquel toutes les énergies de bonne foi de l'opposition auraient pu se mobiliser, premièrement, l'abstention aurait été faible. Oui. Nous sommes à 8 millions d'inscrits et à presque 4 millions, un tout petit peu plus de 4 millions de personnes inscrites qui ne sont pas venues voter. Qui ne sont pas venus voter. J'ai l'impression que cela n'interpelle pas suffisamment la classe politique de l'opposition. Ces gens qui ne viennent pas voter, qui sont-ils? Sont-ils des gens que nous pouvons considérer comme des soutiens au régime? Non, pas du tout. Ces gens qui ne viennent pas voter sont des gens désabusés par le comportement de l'opposition. C'est des gens qui ne savent pas où mettre la tête. C'est des gens qui ne savent pas qui choisir dans un océan de candidats tous faibles de par leur profil intrinsèque. Quel est le parti politique de l'opposition qui s'est présenté là avec son candidat, qui est un parti fort sur le plan interne, lequel aucun d'eux. Si vous prenez sur les différents gains politiques vis-à-vis du RDPC, aucun de ces partis n'a le profil nécessaire pour battre le RDPC. Le plus à même, c'est l'UNDP, mais comparé au RDPC, l'UNDP c'est quoi? C'est 7 députés, quand le RDPC c'est 152 députés. L'UNDP c'est 7 communes, quand le RDPC c'est 317 communes. Alors, le dérèglement cognitif a voulu qu'au sein de l'opposition, les gens se gardent d'un raisonnement péremptoire et faux, qui est que l'élection présidentielle n'a pas à tenir compte des gains politiques des appareils. Ce sont les militants que vous avez derrière vous qui mobilisent. Vous voyez bien que Paul Biya, avec une seule parution dans une campagne électorale, laissant la charge à ses élus de faire le reste du travail sur le terrain, a mobilisé, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, plus de 2 millions de personnes à son actif. Comment pouvez-vous continuer à croire qu'un parti politique qui a 200 élus peut battre à lui seul un parti politique qui a 11 000 élus? D'où vient cet état d'esprit? Qui vous a dit de penser comme cela? Ça repose sur quel genre? Ça repose sur des conceptions idéologiques péremptoires et fortes, selon lesquelles l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un individu et d'un peuple. Or, cet individu qui est candidat est soutenu. Il est d'autant plus soutenu qu'il appartient à une formation politique qui a beaucoup d'élus. Plus l'individu candidat a des soutiens, mais il peut gagner l'élection. Paul Biya ne gagne pas parce qu'il travaille bien. Non. Il gagne parce que les adversaires qu'il a en face de lui sont tous faibles et en plus, ils vont en rendre dispersés. Ils dispersent toutes les petites voix qu'ils peuvent avoir. Voilà comment nous perdons l'élection qui nous était la plus facile. D'autant plus qu'il nous était facile d'avoir presque tout le peuple camerounais avec nous, simplement sur l'idée que Paul Biya n'est plus à même de bien conduire les affaires publiques. Il nous suffisait d'avoir un candidat avec un petit programme réaliste, basé sur ce qu'on peut reprocher à 43 ans de règne du président Biya. Premièrement, la longévité au pouvoir. Il nous fallait parler de la limitation des mandats. Deuxièmement, la stabilité institutionnelle que Paul Biya représente aujourd'hui à tous ces candidats qui viennent parler de l'attaque, de la crainte à un héritage suprême que nous avons, qui est l'État unitaire, que l'ensemble de la classe politique du pays connaît. Aujourd'hui, dans la liste électorale, les gens qui ont moins
de 35 ans, 2,5 millions. On ne connaît pas la fédération. Ils n'ont jamais vu un État fédéral. Ils n'ont jamais vécu dans un État fédéral. Tous ceux qui ont de 35 ans en montant et qui sont 5 millions dans le fichier électoral, sont quasiment déjà qui sont nés pratiquement après l'indépendance, après 1960. Il ne reste plus dans le pays beaucoup de gens ayant vécu, étant nés avant les années 60. Ils ne sont plus nombreux. D'accord. Ceux qui sont donc plus nombreux dans le fichier électoral, ce sont les gens qui ont vu l'État fédéral, qui ont vu les dysfonctionnements de l'État fédéral et qui ont vu la... Lui a déjà fait 53 ans. Tous ces gens ne sont pas acquis à l'idée d'aventure politique portant sur la forme de l'État. D'accord. Le discours de M. Cabral Libi, le discours de M. Osni et bien d'autres discours renvoient à une aventure sur la forme de l'État, ce qui n'apporte rien en termes de capacité à traiter les questions fondamentales du Cameroun, qui est la question de la corruption et de la prédation. D'accord, d'accord. Abel Elibi Lobé, maintenant que vous êtes là, vous imaginez bien que les marcheurs de la capitale ont des questions à poser. Une ou deux questions sur la position d'Abel Elibi Lobé. Nobé Olivier Bodé. Bonjour, monsieur Abel. Premièrement, avant de poser votre question, vous me dites que ce sont les marcheurs qui posent des questions. L'émission s'appelle On marche sur la capitale. Ah, d'accord. Je croyais que... Non. Rassurez-vous, nous ne sommes pas les casseurs. Nous ne sommes pas les casseurs, nous sommes journalistes, nous sommes analystes. D'accord. Question à Elibi Lobé, Bodé. Bonjour, monsieur Elibi Lobé. Bonjour. Voilà, aujourd'hui vous dites que l'opposition a perdu l'élection la plus facile de son histoire. Mais que répondiez-vous à ceux qui pensent comme moi que vous avez vous-même joué les rabat-joie de cette opposition au cours de ce processus électoral? Mais vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Nous sommes dans un univers de liberté de pensée, y compris les pensées les plus abjectes. Si vous considérez que le fait de critiquer les partis d'opposition et les mauvais candidats qu'ils ont présentés les uns après les autres est une contribution à la défaite de l'opposition, eh bien ça c'est votre point de vue. Mais c'est de la critique que jaillit les améliorations, les perfectionnements, les acquisitions de capacité à mieux faire. C'est de ça qu'il est question. Le petit scientifique que je suis, je sais que tout le progrès scientifique de l'humanité est le résultat des critères. Il n'a jamais été le résultat d'une dispensation d'éloges hypocrites. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement quand vous m'accusez d'avoir contribué? Vous voulez dire que j'ai critiqué aussi, mais vous voyez bien les résultats de Houthi, qui est le sein d'un parti qui est parti de 37% des suffrages valablement exprimés pour aujourd'hui être à 1,21%. Il ne mérite pas d'être critiqué. Il ne mérite pas d'être critiqué. Allez-y. Bello Bouba est le chef d'un parti qui a sabordé la lutte de l'opposition, qui emporte avec lui les germes d'une responsabilité grave dans la pérennisation du régime du président Biya. Il faut pour venir perturber la lutte de l'opposition en se présentant non pas comme un soutien au changement, mais comme un acteur qui va remplacer Paul Biya. Et dans le comportement de Bello, comment pouvez-vous faire pour ne pas y voir une trahison qui s'apparente à quelque chose que nous ne voulons pas laisser à nos enfants en héritage comme comportement dans la vie politique camerounaise? Vous voulez que nous enseignions à nos enfants que vous pouvez aller manger sous la table de quelqu'un pendant 25 ans et demain venir le poignarder au dos? C'est ça que vous voulez qu'on transmette. Les résultats de Bello montrent que le peuple camerounais a refusé ce type d'alliance ou d'allégeance ou de soutien à un tel ou une telle culture politique qui voudrait qu'on fasse croire qu'en politique, au Cameroun, tout est bon, tout est autorisé, tout est faisable. Alors, Abel Elibi, on dit de vous que vous critiquez, vous rejetez même Maurice Kamto
vous critiquez Issa Tiroma Bakari, Joshua aussi, et tous les autres. Finalement, c'est quelle opposition qui allait donc avoir cette chance-là? Mais si l'opposition avait accepté de travailler en commun, et quand je parle d'opposition, premièrement, je ne parle pas de Issa Tiroma. Il n'est pas dans l'opposition. C'est un homme du régime. Quand j'ai voulu rassembler les membres de l'opposition au mois de mars 2025, personne d'entre vous ne pouvait me reprocher de n'avoir pas associé Issa Tiroma ou Bello Bouba. Ils n'étaient pas dans notre camp. Oui. Ils étaient pieds et poings liés dans le camp de... Il n'y a aucun d'entre vous n'imaginait qu'ils allaient un jour sortir. C'est moi qui, dans la rationalité politique que je vais imprimer, disait au père de l'opposition que nous faut aller chercher Bello pour le sortir de là, non pas qu'il soit candidat à l'élection, mais qu'il apporte sa contribution dans un consensus politique pour le changement. Parce que qu'on aime Bello ou qu'on n'aime pas Bello, premièrement, c'est le plus grand parti après le SDPC. C'est ce que vous disiez. L'idée de laisser Bello à côté de Biya était une idée qui vise à renforcer la force du camp adverse. Donc, il nous fallait trouver la façon de faire sortir Bello. Quand j'ai proposé cela, tous ceux qui m'ont écouté m'ont vilipendé en considérant que Bello était dans l'autre camp et qu'il ne fallait pas l'aborder. Il a donc sorti de lui-même, dans des conditions que nous ne connaissons pas. On peut prendre le sort de lui-même pour des raisons que nous ne connaissons pas, que tout le monde se rue sur lui. Et là encore, voilà l'opposition avec des comportements d'incohérents qui vident les candidatures de l'opposition de toute crédibilité. Bello sort, vous ne savez pas pourquoi il est sorti. Vous ne savez pas si c'est Biya qui le fait sortir pour des raisons stratégiques. Vous ne savez rien. Ce que vous devez savoir au moins, c'est que si Bello sort et il est candidat par lui-même, il va fixer une partie de vos contestataires de sa base du gouvernement. Et ces voix n'iront pas au profit ni de Fabien Libé, ni de Dandoya, ni de Ossi, ni de personnes de la vraie opposition. Pourquoi est-ce que les gens ont si mal à faire leur introspection? Quel est le sens que nous allons avoir si nous sommes déjà incapables de nous asseoir et de regarder là où nous prédisons pour développer un nouveau modèle qui peut nous permettre d'aller de l'avant? Quelle est cette façon d'être qui permet à la critique pour des gens, chacun pense qu'il est suffisamment illuminé? Personne ne regarde l'évolution de la courbe politique du pays. Regardez donc ce qui arrive. Le SDF est parti de 37% en 92 à 1,21%. 32 ans après. Alors, M. Fabien Libé part de 6% à 3% 7 ans après. Vous croyez que Fabien Libé est sur la route de la présidence de la République? Il fait un premier essai. Il a 6%. Ce qui est déjà énormément dérisoire. Et il s'en va au deuxième essai avec la même posture, les mêmes comportements, le même discours, parce qu'il est incapable de faire son autocritique. Il n'écoute personne. Il s'en va à 3%. Et vous pensez que s'il continue de cette manière-là, en 2032, il va monter à 40%. En continuant à parler aux gens du fédéralisme communautaire dont personne ne comprend ce que c'est. En continuant à parler aux gens de disséquer les groupes ethniques selon des bases que personne ne comprend. Vous croyez que c'est parce qu'un homme politique veut nous montrer qu'il est ingénieux, c'est pour ça qu'on va le voter? Les peuples ont besoin de stabilité.
les peuples réagissent par rapport à la stabilité en acceptant de rester là où ils sont, qu'ils connaissent, plutôt que d'aller vers quelque chose qu'ils ne connaissent pas. D'accord, mais merci. Je termine. Oui, je t'ai par là. L'élection de Biya vient de montrer que le peuple camerounais a préféré rester là où il est que d'aller en aventure. Parce que même les 35% que Issa Kiroma a eu, il ne les a pas parce qu'on l'aime. Il les a tout simplement parce que les 35% là, les candidats comme Cabral Libi, les candidats comme Jota aussi, qui pourtant sont des acteurs politiques de bonne qualité en ce sens que c'est des chefs de parti, c'est des militants qui gravissent les échelons. Aussi est un militant qui a commencé à la base du parti, qui a gravi les échelons dans le parti, ce qui n'est que idéal. Mais il reçoit moins de 1% et demi de suffrages valablement exprimés. Pourquoi? Parce que les 35% de vos contestataires qui auraient pu aller sur lui, ou bien aller sur Cabral, ou bien aller sur Ndam, sont allés sur un personnage qui ne vous a rien dit du tout pendant la campagne. Il ne vous a dit nulle part qu'il allait affecter les habitudes politiques du pays. Il ne vous a jamais dit qu'il allait porter atteinte à la forme unitaire de l'État. C'est ce monsieur-là on a compris. On a compris, Abel Elibi Lobé, ces arguments qui alimentent le débat. On revient vers vous tout à l'heure. Le temps d'écouter les auditeurs par les codes d'accès qu'ils connaissent. Réaction après ce passage d'Abel Elibi Lobé qui défend sa position. L'opposition a perdu l'élection qui aurait pu être la plus facile. Jean-Jacques Biya, les arguments d'Abel Elibi Lobé ont-ils fait bouger ta position? Ma position n'a pas bougé. Je comprends sa posture. Il reste dans ce qu'il a toujours eu à faire. Mais quand j'écoute M. Elibi Lobé, je prends ce qui est bon dans ce qu'il dit. Alors, vous noterez ce qui est bon tout à l'heure. Atom Fra, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Oui, je suis Atom Fra. Bienvenue à Atom Fra. Oui, s'il vous plaît, je vais parler en termes simples. Ce qu'on voit aujourd'hui a été résumé par des grands esprits. Je crois pas Jacques Chirac. Il avait dans son temps, alors qu'il était maire de Paris, la démocratie était un luxe pour les pays africains. Oui. Et pour le deux, c'est là. Deux, Madame Aminata Draman Traoré, alors ministre honoré de la culture du Mali, avait dit que l'Afrique a choisi une démocratie qui n'a rien à faire avec ses valeurs. Oui. Troisièmement, Donald Trump avait dit chic poor countries. Les chic poor countries, qui est traduit, les gens qui font les dans les toilettes traditionnelles. Enfin, parfait ici, de Info TV avait dit la France nous a fait ça, hein. C'est une citation compliquée, ça. C'est qu'il avait dit comment? La France nous a fait ça, hein. La France nous a fait ça, hein. Ça, c'est c'est la pensée de... Oui, attention, il a parlé. Ouais, d'accord. Aujourd'hui, les gens veulent traiter un problème sérieux à partir d'un mauvais sujet. Mais trouvez ça. On a une démocratie qui n'a rien à faire avec ce qu'on fait à l'Est, avec ce qu'on fait à Edea, avec ce qu'on fait à Mbouda. Là, en Afrique, le noir ne chasse pas un vieux. On chasse pas un vieux. Elibi Lobé. Non, pas Elibi Lobé. David Lobé. Mais l'Afrique, c'est qui est. Pourquoi vous refusez ce que vous êtes? Pourquoi vous refusez ça? Monsieur Jean Yazé, le crabe marche à tout droit. Un crabe marche à... Il marche comme ça à côté. Ce n'est pas ça? C'est ça. Je mens? Non, pas du tout. C'est ça. Mais le crabe marche à tout droit. Jamais. Le Camerounais ne lit pas.
Les programmes là, ça c'est la... Les défenseurs, ils disent pas ça. Les Camerounais voient, hein, s'il voit qu'il y a, il dit, ah, il dit pas avec moi, pas la même pas toi, je parle voter lui. Ah, Pierre Clément, il parle Bafar, je parle voter. Ah, je joue ici, et qui est de Bakasti, il parle ça, il parle voter. La démocratie est un luxe, je répète cela. D'accord. Votre football au Cameroun n'est pas football ça. Laissez la baguette universelle. Nous avons un professionnel. Un football ça. Un football où il n'y a pas de gens qui vont au stade. C'est faux. Il faut dire ça. Laissez la récitation universitaire. Vous récitez beaucoup. Revenez sur terre. Revenez sur terre. J'ai conclu. La femme nous a fait ça, hein. Une belle citation. La France nous a fait ça, hein. La femme nous a fait ça, hein. Au revoir, je viens. La France nous a fait ça, hein. Alors, sur les arguments d'Abel et Libéraux et Jean-Jacques Béard, vous trouvez qu'il y a quand même du bon à prendre? Il y a du bon dans la perspective d'appeler les hommes d'opposition à être pragmatiques pour certains ou à travailler de concert en se retrouvant sur des points de convergence pour pouvoir unir les forces. Ça, je l'ai déjà dit ici plusieurs fois. Mais vous savez, Jean-Jacques Zé, la politique aussi, c'est la communication. Et vous voyez, il ne faut pas surfer sur une communication bancale en essayant de démontrer la victoire d'un autre par la faiblesse des autres. Cela montre à suffire que vous êtes en train d'adouber la victoire de celui qui a gagné. Mais ce qui est certain, c'est que les hommes politiques au Cameroun sont dans un système qui perdure depuis près de 70 ans aujourd'hui, qui est le système ojoulatiste, qui s'est perpétué à travers ces différentes branches. Sortez des livres, sortez des amphis. En passant par... Les ojoulatiste, on entend ça du matin au soir. C'est peut-être pour cela que les gens n'ont rien de concret à se mettre sous la dent. En passant par... Qu'est-ce que vous avez dit ojoulatiste? C'est un type de... Jean-Jacques Zé. C'est les discours. Ils sont ojoulatistes. Vous dites à quelqu'un que Paul Biya est ojoulatiste. Chiroma est ojoulatiste. Bello, il va comprendre quoi. Lui veut savoir, est-ce qu'il aura le courant, est-ce qu'il aura l'eau, est-ce qu'il aura la lumière. Jean-Jacques Zé. Oui. Je suis en train de faire un argumentaire. Laissez-moi arriver maintenant à la communication politique. Donc. Laissez-moi arriver. Attends, vous allez arriver. C'est vous qui avez le micro. Pour Stéphane. Allô, bonjour. Au téléphone. Bonjour à... Depuis Kometo. Non, depuis Ekounou. Ah, d'accord. Alors, nous sommes partis de la dernière sortie d'Abel et Libéraux, qu'on a d'ailleurs écouté tout à l'heure, je ne sais pas si vous écoutiez, qui dit pourquoi il pense que l'opposition a perdu l'élection la plus facile. Non, je suis parfaitement d'accord avec Elimbi Lobé. Parce que déjà, c'était une élection où tous les éléments contextuels démontraient qu'une opposition organisée devait gagner cette élection. Première chose, le président avait un bilan pas très favorable à défendre. On connaît tous les incuries de gouvernance, parce qu'il faut rappeler qu'il est le seul candidat qui avait un bilan à défendre. Oui. Et son bilan n'était pas reluisant. Côté de ça, il y a son âge, qui n'était pas très favorable à sa réélection. Vous vous rendez simplement compte que si on avait eu une opposition organisée, structurée, on aurait proclamé le nom d'un troisième président au Conseil constitutionnel. Parce que les gens négligent un ensemble d'aspects. Mais je veux rappeler qu'il y a très peu de partis politiques au Cameroun. Parce que si on part du point de vue strict de la science politique, la Palombe vous dit qu'un parti politique, déjà, c'est une organisation qui est représentée de l'échelon national à l'échelon local. Quel est le parti d'opposition qui est représenté comme ça? Aucun. Ça veut dire que pour qu'il soit présent sur tout l'étendue du territoire, il faut qu'il mutualise les forces. C'est un élément fondamental. Le deuxième élément, c'est qu'il faudrait qu'un parti politique survive à ses fondateurs. On voit que le FDF n'arrive pas à survivre, par exemple, à ses fondateurs. Vous vous rendez compte qu'il y a un sérieux problème.
C'est pour ça qu'il fallait mutualiser pour avoir plus de ressources humaines, plus de ressources matérielles, plus de ressources intellectuelles. Et vous voyez que ça aurait même mobilisé peut-être ceux qui se sont abstenus d'aller voter, parce qu'ils auraient eu plus de moyens justement pour impacter et toucher le plus grand nombre de Camerounais. Donc moi, je suis d'avis avec Elim Bilobé que effectivement c'était l'élection la plus facile pour l'opposition. D'accord, je crois qu'on est d'accord là-dessus. Les arguments de Paul-Stéphane Monouga qui est politologue. Jean-Jacques B, allons-y, on vous écoute. Oui, vous savez, Jean-Jacques Zé, quand on écoute, c'est vrai que j'ai perdu, mais quand on écoute toutes ces analyses, on comprend que nous restons toujours dans les cahiers, dans les amphithéâtres. Jean-Jacques Zé, je suis minimalement depuis 2011 à ma 6e élection. Oui, si on prend les sénatoriales, je suis peut-être à la 9e. Vous savez, Jean-Jacques Zé, le peuple camerounais est un peuple qui a peur de l'inconnu. Est un peuple qui n'est pas éduqué politiquement. Est un peuple qui ne veut même pas comprendre pourquoi ils sont citoyens. Et quand je le dis, on va appeler pour me dire n'importe quoi et je l'assume. Parce qu'il faut dire, lorsque tout à l'heure, là, Patrice Mononga évoquait l'âge du chef de l'État. Mais il faut donc dire que on parlait d'âge du chef de l'État, mais les Camerounais ont penché vers une personne qui tend vers l'âge du chef de l'État et qui est même malade. Lui-même l'a dit. Ça veut dire que non seulement il tend vers l'âge du chef de l'État, et il est malade. Ça veut dire qu'il est même en mauvaise santé que le chef d'État, qui a 92 ans. Et c'est vers là-bas qu'ils ont penché. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, on a 70% des Camerounais ou 90% des Camerounais qui ne comprennent pas la chose politique, qui se lèvent parce qu'il y a eu un leader moutonnier, un leader qui les a demandé d'aller voter X ou Y. Et c'est donc sur ça que se base donc le RTPC aussi, pour faire voter les gens. Parce qu'il faut dire clairement au Cameroun, et je l'ai dit ici, l'élection présidentielle n'est pas une élection nationale, c'est une élection communale. Et voire même des villages. Parce qu'on, c'est au niveau des villages où se situent les bureaux de vote, qu'on commence à gagner, et qu'on a peut-être un leader là-bas qui entraîne les gens à voter, qu'on vote et qu'on arrive là. Vous avez bien vu cette élection, M. Issa Chiroma Bakari a eu 30, combien de pourcents? 35,19%. Oui, 35,19%. Plus moi, je ne retiens jamais les virgules, donc 35% à l'élection présidentielle. Il a eu pourquoi? Parce qu'il y a eu un mouvement qui s'est mis en place, mais un mouvement qui était appuyé sur une mauvaise organisation de ce leader de parti politique, qui n'était pas lui-même préparé à être président de la République. Parce que lorsqu'on est préparé à être président de la République, on met de son côté tous les actifs possibles à nous permettre de revendiquer notre victoire en cas de gain. Mais Jean-Jacques, le peuple camerounais, une fois de plus, a choisi sa voie. Et ça, il faut l'écouter. Et ça, je l'ai dit. Mais justement, c'est en regardant ce choix qu'on se rend bien compte que c'est un gâchis au regard des éléments qui ont été évoqués par Elie Bilobé, par Paul-Stéphane Monouga tout à l'heure, qu'avec une meilleure organisation, le score aurait peut-être été autrement. Korkotonga, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. On t'écoute. Bonjour à tous vos panels, bonjour à vos millions d'éditeurs. Oui. Jean-Jacques, c'est que Elie Bilobé, le professeur Menidadi, c'est en partie vrai. Mais qu'ils disent d'abord le véritable mal de l'opposition camerounaise. C'est quoi? Est-ce que tous ceux qui ont des partis politiques sont des opposants? Est-ce que le gouvernement lui-même ne crée pas des partis politiques pour infiltrer l'opposition positive et la détruire? Qu'il nous montre cet aspect des choses. Parce que l'opposition, selon certaines analyses, est suffisamment infiltrée. Et c'est la faute à qui si l'opposition se laisse infiltrer? Mais l'opposition se laisse infiltrer, pourquoi? Je vous prends le cas du ministre Issa Chiroma. On a préparé son affaire là en cachette. On a préparé son affaire en cachette. Pendant que les Cabral étaient là, on n'aurait pas dit la vérité. Qui a préparé l'affaire Voilà une forme d'infiltration. Qui a préparé l'affaire de Issa Chiroma en cachette?
ceux qui ne voulaient pas un candidat consensuel comme le souhaite Limbi Lobé, ils ne voulaient pas un candidat consensuel, ils voulaient un candidat pour sauvegarder leur intérêt. Mais est-ce que ça doit se jouer avec la volonté de ceux qui sont au pouvoir? Mais puisque eux-mêmes s'attendent à une riposte, mais quand vous avez affaire à un adversaire, regardez par exemple quand un entraîneur prépare un match, il est obligé de voir les vidéos des matchs de son adversaire. Et son adversaire parfois n'est pas au courant des schémas tactiques qu'il tire en regardant les anciens matchs. Vous voyez un peu. Donc au sein de ceux qui se disent même parti d'opposition, là, si on parle de 200 ou 300, il y a peut-être 3 partis politiques de l'opposition. Et les autres sont là pour détruire leurs actions. Ils ne peuvent pour autant pas coaliser. C'est pas qu'il faut comprendre la position de Cabral, Libye et le reste. Les autres sont ceux qui ne voulaient pas coaliser. Mais quand à dire, selon Louis Lobé, que M. Yoshua aussi n'a rien apporté, vraiment c'est un peu excessif. C'est un peu excessif. Eux qui parlent en même temps. Mais qu'est-ce que vous en dites vous-même? Est-ce que Joshua aussi a été d'un impact dans cette élection? Oui, mais ça dépend. Je vous ai dit qu'il y a la trahison partout. Depuis que le nec est dans les problèmes, certains peuvent être avec lui ou ne pas être avec lui. Tout comme certains peuvent dire au président Paul Biya qu'ils sont avec lui, alors qu'ils ne sont pas avec lui. Je vois aussi en subit. Regardez ce que Cabral lui dit, qu'il lui a donné l'argent. Parce que les gens sont tout simplement aigris. Les gens sont aigris, les gens sont jaloux, les gens sont stupides. Que dire encore? Donc l'opposition doit s'en prendre à elle-même alors? L'opposition ne peut pas s'en prendre à elle parce qu'elle n'a pas assez de moyens pour contrôler les infiltrations qui viennent la déstabiliser. Mais le premier moyen est idéologique, est dans la pensée, est dans l'organisation. Est-ce que vous avez l'impression justement que cette opposition-là a une proposition idéologique? Elle a déjà une organisation. Quand l'organisation est forte, les infiltrations sont réduites. Oui, elle va s'organiser de telle manière. Elle va s'organiser de telle manière à partir du moment où je laissons alors. ça te on ne peut pas laisser. Mais puisque vous avez l'impression que... Si le parti au pouvoir, on va parler de démocratie. Sans parler de 300 partis politiques figurants au Cameroun. Il faut quand même qu'ils soient là, bien qu'ils soient figurants. Mais je vous dis qu'il n'y a pas plus de 3 ou 5 partis politiques réels au Cameroun. Tous les autres partis politiques. Parce qu'il y a des gens qui disent même que parmi les 12 candidats là, il y en avait qui n'avaient pas 30 millions. Ils ont payé 30 millions là-haut pour leur cautionnement. D'accord, permettons enfin... Merci beaucoup, merci. Merci Korkotonguer, merci à ceux qui sont en train de se bousculer en ligne. Alors, est-ce qu'il va finir par aller au bout, Jean-Jacques Béat? On va forcer cette fois-ci. Non, je vais être court cette fois-ci pour dire que le peuple camerounais est un peuple qui ne comprend qu'une seule chose, la flatterie. Et c'est effectivement ce que nous, en tant qu'analystes, nous décrions en disant que les hommes politiques qui aiment la flatterie sont souvent ceux qui sont les plus aimés. Les hommes politiques qui aiment jouer avec les émotions des Camerounais sont souvent ceux qui sont les plus aimés. Moi, j'ai eu des coups de filière, des gens qui me disaient que, gars, vraiment, on a fait un mauvais choix, on devait choisir tel à la place de celui-ci, parce qu'on croyait, on nous a dit que faut voter tel, parce que derrière, il y avait des ambitions bizarres, il fallait voter tel. Aujourd'hui, on comprend pourquoi on a fait le mauvais choix, mais c'est déjà passé. Donc, pour dire que les Camerounais, encore aujourd'hui, votent par émotion. Ils ne votent pas par compréhension. Donc, je crois que les hommes politiques doivent donc se mettre maintenant dans la posture émotive des Camerounais pour pouvoir briguer à la magistrature suprême. On salue le correspondant de En Marche sur la capitale depuis la Guyane française, Anissé, qui nous signale qu'il est à l'écoute. Bonjour à vous de ce côté-là. Lui, David Lobé, sur la sortie de Abel et Libye Lobé, qui s'est expliqué lui-même ce matin que l'opposition a perdu l'élection la plus facile. Monsieur Zé, écoutez notre compatriote Limbi Lobé est pour moi un supplice. Asia. Et ce supplice est assimilable à ces réflexes que nous avions lorsque nous étions très petits, tout malades et contraints d'avaler 1 ou 2 comprimés de flavoquine. Vous n'avez pas la vérité alors? Ce n'est pas la vérité. D'accord. C'est moi qui vais vous dire la vérité. Vous avez la vérité, Abel ne l'a pas. La vérité, c'est que
notre compatriote Abel Elimbi Lobé est un tueur à gages politique qui, par sa posture parasitaire, alimentaire et serpentine. On n'ira pas. Je vais m'expliquer. Non, on n'ira pas. Non, il ne s'agit pas d'injures. Non, on considère que c'est des injures. Non, je vais m'expliquer. On n'ira pas à cela. Non, je vais m'expliquer. Quand on dit que quelqu'un est réfléchi à le ventre, c'est la pire. Je vais m'expliquer. Je réitère que c'est la pire des insultes. Elimbi Lobé est un sicaire qui, par sa posture... C'est vous qui disiez ici qu'on n'a pas beaucoup parlé des visions des gens, mais on s'est attaqué aux individus. Oui. Lui n'a pas de vision. Lui n'était ni candidat, ni soutien d'un candidat. Il a expliqué pourquoi il pense que l'opposition a perdu l'élection la plus facile. Non, il n'a rien expliqué. Je dis que sa posture est parasitaire, alimentaire et serpentine. Et c'est une posture qui a contribué à démobiliser le peuple du changement autour de la désignation d'un candidat fort. Pourquoi sa posture est parasitaire? Parce que tel un poison, Elimbi Lobé a contribué à désorienter les énergies, les intelligences sur la probabilité ou l'éventualité de la mise sur pied d'une candidature structurée pouvant affronter valablement l'ordre établi. Sa posture est alimentaire, pourquoi? Parce que par un discours caustique, mi-pro-ordre établi, mi-opposition, il essaie de se vendre au plus offrant. Parce qu'à la vérité, il surfe sur des arguments qui s'entrecroisent mais ne se neutralisent pas. Et permet ainsi à l'une ou l'autre tendance du champ politique camerounais de se prononcer autour de sa personne. Sa posture est serpentine, pourquoi? Parce que insidieusement, à travers l'usage de statistiques, il nous fait comprendre que, en fait, renverser l'ordre établi est quasiment impossible. Parce que c'est ce que Elimbi Lobé est en train de vouloir passer comme message. Il est donc ce fossoyeur de toute initiative de construction, de structuration, de composition d'une candidature forte qui aurait pu renverser l'ordre établi. Son discours est donc irrecevable. Mais quand il dit opposition... Revenons sur les faits. Lui y compris. Non, lui il n'est plus de l'opposition. Écoutez, il n'est plus de l'opposition. Le premier principe le plus élémentaire qui devrait caractériser les membres de l'opposition, c'est le respect mutuel. Dire la vérité et se respecter, c'est deux postures différentes. Mais lui, il n'est ni dans la vérité, il est essentiellement dans l'irrespect. Vous ne pouvez pas avoir contribué... Parlez dans le micro. Vous ne pouvez pas avoir contribué à déraciner le candidat qui, selon l'opinion publique, était le mieux à même de s'imposer en gladiateur dans cette bataille électorale. Je fais référence au candidat, au président Maurice Kamto, se positionner résolument contre toute émergence de Issa Chiroma Bakari, fusiller Cabral Libi, couvrir d'opprobre les Pierre Kouemo, finalement ne pas se prononcer sur le candidat de son choix et vouloir venir jeter un regard analytique. Il s'était prononcé. Sur... Il était sur qui? Sur Akeremouna. Voilà, sur Akeremouna. Sur quelle durée? Il était sur Akere. Mais Akere là-dessus. Akere là-dessus. On ne peut que le décevoir. Akere là-dessus. Au départ, je l'avais dit que lui-même était un mauvais politicien, parce que la mauvaise analyse. Je suis en train de dire que... L'analyse sur qui? Sur l'individu? Sur Akeremouna, qui était le choix, qu'il disait que c'était le meilleur choix. Akeremouna. C'est donc rallié à ce qu'il disait. C'est-à-dire qu'Akeremouna, c'est rallié à Bello Bouba. On a vu le pourcentage qu'ils ont eu. Moi, j'ai vu... C'est Akeremouna qui a dessus. Oui. Alors, revenons sur la substance de son propos. Alors, Motoman, hein, dans une minute, voilà, d'autant que... Il veut nous invoquer une confrontation réaliste des chiffres comme indicateur de la déchéance de l'opposition et comme probabilité si nous avions été structurés d'une victoire à l'issue de ce combat électoral. Je vais d'abord lui dire que tout avait été faussé en amont et rien n'a été facile.
rien n'a jamais été facile dans le champ politique camerounais. À chaque élection, une subtilité apparaît. Et celle qui a été référentielle lors de la présente élection a été le repli ethno-communautaire. Il y avait donc eu une fragmentation du champ politique qui amenait chaque groupe ethnique à faire un choix selon son origine. C'est pas une nouveauté, ça. Ce n'est pas une nouveauté, mais il y a eu mais dans une bonne organisation, on peut contourner ce genre d'écueil. Non, quand le discours est infusé depuis le sommet, Jean-Jacques, lorsque le discours est infusé depuis le sommet, comme une arme de discussion, avec des relais amplificateurs comme les Abel et Limi Lobé, il va de soi qu'un peuple qui n'est pas encore mature dans la perception des enjeux civiques et citoyens ne peut que plancher ou verser dans le doute. Et Limi Lobé doit être rétribué par l'ordre établi. Et Limi Lobé doit être grassement payé parce qu'il a fait ce pourquoi il était mandaté. Dans le dossier du repli communautaire, Issa Tiroma réalise son meilleur score dans le littoral. Oui. Et à l'ouest du pays. Oui. C'est le reflet de ce repli communautaire-là. Oui, c'est le reflet de ce repli communautaire, mais vous ne m'avez pas laissé chuter. Alors, il y a donc un repli communautaire qui voulait que le Nord ait ses candidats, à qui on imposait d'ailleurs une fusion ou un rassemblement, pour qu'ils nous présentent un seul. Les Bamlékés aient le leur, les Fambeti, ainsi de suite. Mais maintenant, le peuple, lui, a réalisé un exploit. A lamentablement échoué. Le peuple, lui, a réalisé un exploit que vous voulez mésestimer et minorer. Le peuple s'est auto-choisi son candidat consensuel. Lequel? Issa Tiroma. C'est le peuple ou c'est le MRC? Non, attendez. Moi, je ne sais pas. C'est le peuple camerounais qui s'est auto-choisi. Mais lorsqu'on regarde la lecture, donc on ne peut pas vouloir regarder la grille des résultats. Les meilleurs scores de Tiroma, oui, c'est à Douala. Oui. On sait quelle est la structure de l'électorat à Douala. Oui. C'est à l'ouest. Oui. Et donc, on ne dira pas que c'est un choix du peuple. Oui. Mais il y a un impact du MRC. Il y a le vote MRC. Les partisans ou les militants du MRC sont-ils exclus du peuple? Ils ne sont-ils pas intégrants du peuple? Non, parce qu'on est parti de la communauté à peuple. Je suis d'accord pour oui, nous partons de la communauté. Maintenant, c'est ce peuple qui se choisit son candidat consensuel. Et je vous rappelle, parce qu'il ne faudrait pas qu'on essaie de vouloir travestir les faits. Lorsqu'on dit le littoral, c'est également les Sawa. Vous avez quel indicateur que les frères de Limi Lobé n'ont pas voté pour Tiroma? Non, on sait. Quand on parle littoral, on sait. On sait qu'il y a les Bamlékés, il y a les nordistes. C'est quelle est la structuration? Vous savez, moi les contorsions langagières ne sont pas de mon ressort. Moi, quitte à vous gêner aux Anthony, moi je dis, et je suis en train de dire que c'est vrai, il y a de fortes communautés de nos compatriotes qui viennent du Grand Nord ou de l'Ouest. Mais ces compatriotes ne sont pas venus imposer systématiquement un diktat sur le choix. Les populations riveraines, les autochtones ont également fait leur choix. D'accord, on est d'accord là-dessus. Il y a donc eu des forces qui se sont agrégées autour du candidat Tiroma Bakary, raison pour laquelle il a fait ce score faramineux. Alors, parlons donc dans le littoral. Oui. D'accord. Oui. De la problématique qui est celle de savoir si Limi Lobé a raison sur sa position lorsqu'il dit que l'opposition a perdu l'élection qui aurait pu être la plus facile. Bonjour Jean-Jacques Zé, ravi de vous retrouver ce matin. Après des mois de retrait volontaire du débat public, la thèse de Limi Lobé, qu'on le veuille ou non, est d'une justesse et d'une pertinence à nul autre pareil. Et malheureusement, la posture de Jean-Jacques Beya ce matin confirme la surdité et la cécité de la plupart de nos opposants. En rappel, le vote n'est toujours pas une question de logique, mais il comporte également une bonne dose de subjectivité et de ressentiment. J'ai voté pour le PCRN en 2020, mais son leader n'a jamais eu le temps de répondre ne serait-ce qu'à un de mes multiples messages. Rien que pour cela, en 2025, j'ai changé de vote. Bien à vous, Anissé Meniou, le voisin des membres. S'il a changé de vote, donc, que la personne qui l'a voté dans 2025, qu'il écrive, que la personne réponde. Ouais, c'est tout. Ce n'est pas comme ça. Non, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est ce qu'il dit. Et c'est qu'il dit donc. Qu'il écrive à la personne répondre. On ne peut pas répondre à tout le monde, Jean-Jacques Zé.
Attendez un peu. Permettez à vos gens de parler. Combien de fois vous avez écrit, vous n'avez pas répondu? Permettez, parce que moi je sais pourquoi tu m'écris. Non. Parfois je vous écris pour demander si on a le programme demain, vous lisez, vous ne réagissez pas. Imaginez quelqu'un comme Papa Libye aussi, qui peut recevoir 1000 messages par jour. La question est une réponse. Pourquoi est-ce que je vais répondre? Si vous demandez est-ce qu'on a émission demain, pourquoi est-ce que je vais répondre? Je trouve même que c'est une provocation. Ok, d'accord. Jean-Jacques Zé, les faits sont là, les résultats sont là. Même un enfant du CM2 peut observer et comprendre que l'opposition au Cameroun doit rapidement se reconstruire. Et puis si Elimbi Lobé peut autant déstabiliser l'opposition et influencer le choix des Camerounais, alors ce sont les autres qui sont trop faibles. La politique n'est aucunement une affaire d'angélique où les gens se font la bise, mais bien une arène où même la ruse est permise. Avec le discours du panéliste, je suis sûr d'avoir fait le bon choix. Alice, c'était quoi ton choix? Ne nous cache pas, les résultats sont déjà son choix est connus. On connaît où il y avait son choix. Déjà connu. Comment ça? C'était lequel? Mais ceux qui cassent là, non? Non, il a voté pour les casseurs. Pour les casseurs? Comment cela? Est-ce qu'il y avait un parti des casseurs là? Non, ceux qui cassent actuellement sont les... Est-ce qu'il y avait un parti des casseurs de ce côté-là? Alors, on a vu Paul Stéphane vouloir revenir, le motoman Donkwa également, Anissé depuis la Guyane française. Maintenant, vous avez la possibilité d'intervenir à tout moment. On va vous prendre maintenant Olivier Ebodé sur la même question. Les faits présentés, voilà, on prend d'abord Paul Stéphane, puisqu'on a donné l'autorisation. Oui, Paul Stéphane. Oui, je reviens là après avoir écouté mon grand frère David Lobé, que je salue. Oui, pour dire simplement que là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que il doit comprendre justement que pour gagner le parti au pouvoir, il faut adopter la méthode qui permet au parti au pouvoir de gagner. Ouais. Ça veut dire que, parce que l'objectif de la candidature consensuelle, c'est justement, en même temps, de réunir les communautés, les leaders de chaque communauté. Parce que quand vous prenez le RDPC, en réalité, c'est une association de plusieurs communautés, de plusieurs élites communautaires qui font la force du RDPC. La candidature communautaire permet donc de coopter chaque leader de chaque communauté pour que les leaders là viennent greffer l'électorat justement communautaire, parce que le vote il est encore communautaire au Cameroun, il ne fait pas grand chemin, viennent greffer justement cet électorat communautaire là autour d'un candidat. Et vous vous rendez donc compte que là, ça crée un rapport de force équilibré. Parce que quand on parle de candidature de large consensus, les gens peut-être ne voient pas ça à ce niveau-là. Mais c'est justement pour contrecarrer le modèle du RDPC, parce que c'est le même modèle qui est utilisé dans le RDPC. Vous allez vous rendre compte que le RDPC arrive à coopter les élites de chaque communauté, et ce sont ces élites-là qui vont aller auprès des communautés justement pour battre campagne pour le compte du RDPC. D'accord. Ça fait donc que chaque élite communautaire ou de chaque communauté va revenir avec un score qui va permettre au président de la République d'avoir un score national. Voilà l'importance justement d'une candidature de large consensus. De large consensus, merci. À l'intérieur, on pourrait retrouver la communauté, c'est battre le RDPC sur son propre terrain. Oui, Jean-Jacques, jusque-là, j'admire la poursuite scientifique de mon frère Paul Stéphane. Mais la réalité est tout autre aussi. Est-ce qu'il a aussi parlé de l'élite financière? Parce que c'est bien beau de prendre l'élite communautaire, mais quand vous arrivez, quand vous arrivez au village, on n'écoute pas vos discours, Jean-Jacques. Vous croyez que vous-même, vous n'êtes même pas encarté officiellement dans une formation politique, mais quand vous arrivez, voilà. Maintenant, je voulais que la sorte de votre bouche. Non, vous ne faites pas des affirmations. Si vous allez que je ne suis pas encarté, là. Voilà. Donc quand vous arrivez au village, vous voyez déjà. Je suis un citoyen complet. Voilà. Encarté dans quel parti? Encarté dans un parti politique. Voilà. Quand vous arrivez dans mon village, au-delà d'être Jean-Jacques Zé, l'homme public, on attend quand même qu'on ouvre la balle arrière. Bien sûr. Mais c'est ça le construit qui est dangereux. Non, Jean-Jacques, vraiment, c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites. Jean-Jacques, vous déconstruisez ça officiellement, mais dans les pratiques. Vous pensez que Cabral Libye, quand il a gagné dans son village, c'est parce qu'il avait beaucoup d'argent? Non, là-bas, c'était une fausse sanction.
Et bien pourquoi est-ce que le vote sanction... Il y a eu un vote sanction en 2020 parce que le vote de l'UPC. C'est pas l'UPC, c'est le RDPC. L'UPC a été juste victime collatérale. Non, pourquoi est-ce que vous ne cultivez donc pas le vote sanction ailleurs? Là où on a battu à plate couture Paul Biala. Est-ce que c'est parce que les gens ont distribué l'argent? Jamais. Il y a un vote sanction au littoral. Justement, il faut élargir le champ de vote sanction. Jean-Jean, je me Mais la vote sanction au littoral est venue d'un mot d'ordre des tenants des tontines. Pourquoi vous donnez des tenants des tontines? Manger ne veut pas manger. Vous refusez ce conscient en public, mais dans les pratiques, ça existe. On n'a pas On n'a qu'à voir les une des aussi. Chacun se revendique la victoire de sa contrée. Comme pour montrer que j'ai mouillé le maillot pour le boss et j'attends la rétribution. La question, c'est bien de savoir que ce sont des pratiques. Comment les contourner si on ne passe pas par une coalition comme Paul Stéphane l'a dit, les larges ouvertures qui permettent à l'intérieur d'avoir les communautés et probablement également les moyens. Qui vous a dit que dans l'opposition, il n'y a pas de moyens? On peut avoir ces leaders en journée, la nuit. Il y a des gens qui jouent en double jeu. Il est avec Jean-Jacques la nuit, le soir il est sur la table. Oui, donc on n'aurait pas de sortie. Non, la solution, c'est pas pour demain. Parce que, pourquoi est-ce que vous renvoyez? Si on est à 35%, si on est à 35% déjà réalisé par un candidat de l'opposition, ça veut dire qu'on est proche. Il faut continuer le combat. Maintenant, si vous-même vous donnez raison, si vous donnez raison aux gens pour dire que bon, vraiment, ça ne vaut pas la peine, c'est pas pour demain, ainsi de suite, l'opposition doit donc s'en prendre à elle-même. Ce discours-là ne l'aide pas du tout. On a battu le RDPC à Yaoundé 7. Oui. À Yaoundé 6. Justement. Il n'y a pas l'argent là-bas. On n'en a pas suffisamment distribué l'argent. Il y a eu l'argent là-bas. Mais alors, l'argent ne suffit pas. Le parti vainqueur a d'abord tous les moyens aussi. Et le parti vainqueur a gagné davantage où? Dans le Nozo. Vous avez vu même quoi? N'allons pas dans nos zones. Je pensais qu'on était à Yaoundé 6. Allons sur ce qui est palpable. Ce qui est palpable, oui. Nous habitons tous les deux. Oui, il y a de l'argent. Je dis, il y a eu de l'argent là-bas. Voilà. Mais à un moment donné, les gars ont dit, on a cessé d'être là-bas. Mais c'est ça qu'il faut répondre comme discours. C'est ça qu'on a. Il y a eu l'argent dans tous les camps. Même le camp qui a gagné, il y a eu l'argent. Voilà. Mais je dis même le camp qui a gagné à le 7, il y a eu l'argent. Donc tout le monde peut avoir de l'argent. Non, Jean-Jacques Zé. Nobel Olivier Vedé est en train de vous démontrer simplement que le vote est essentiellement sectaire, ou bien on dit communautariste, ou bien sectoriel. Pourquoi? Parce que dans une zone où il y a un leader quelconque qui est un soutien d'un parti politique, ce parti a gagné là-bas. Simplement. Maintenant, dans ce qu'on appelle la coalition d'action, on commence d'abord par se mettre d'accord sur des principes d'abord de surveillance. Et maintenant, à la fin, on dit, OK, comme nous sommes tous d'accord sur ça, mettons-nous maintenant d'accord pour faire la même chose que le RDPC. Si vous êtes d'accord, vous pouvez facilement avoir la coalition pour la surveillance. Si vous êtes ensemble, vous pouvez également avoir des moyens. Si vous dites, allons chercher les moyens, les partis politiques ont eu de l'argent. En 2018, il y a eu des milliards qui ont été donnés à des partis politiques. Peut-être que vous ne savez pas que les partis ont fait des appels de fonds. Ils en ont eu. Je veux savoir. Vous avez dit que le MRC n'a pas eu l'argent en 2018. Les soutiens du MRC ont contribué, ce n'était pas caché. Le milliard. Hein? Le milliard. Bonjour les amis fidèles de la capitale de Mbombo, homonyme Jean-Jacques Zé. Belle émission. Je suis un peu étonné que tout ce que l'honorable Kabara Libi du PCRN a fait de la communauté Douala lorsqu'ils ont eu un problème de terrain, le seul homme politique qui a soulevé le doigt, c'était Kabara Libi. L'ingratitude ne sert à rien. Elibi Lobé, qui chantait de lui au un moment là, nous avons vu comment il a changé d'avis. C'est une trahison morale. Bonne continuation de l'émission. Jacques Ndjem, Amitié, Capital FM, la meilleure. Merci pour ce témoignage-là. Non, vous ne venez pas à l'émission, donc on est pourquoi vous appelez. Voilà. Pourquoi Non, c'est partie remise. On va rappeler après. On est encore sur les arguments. Est-ce que les arguments que Norbert Olivier développe ne préparent pas des défaites? Non, ça ne prépare pas les défaites, en fait. Vous savez, Jean Jazé, aujourd'hui, j'ai une culture politique telle que j'ai compris que pour gagner pour moi aujourd'hui, il me faut minimalement 20 millions de francs CFA dans ma poche. Pourquoi? Parce que dans mon arrondissement... D'abord, il faut l'argent pour faire la politique. Hein. Mais c'est ce qu'on dit depuis. C'est ce qu'on dit depuis. Soyez maintenant.
vous pouvez être un jeune qui n'a pas assez de moyens, mais vous êtes un jeune qui travaille pour la communauté. Maintenant, qu'est-ce qui vous fait gagner? Ce n'est pas vous, c'est toujours l'argent. Parce que les gens qui ne sont pas candidats, les gens qui ne sont pas candidats vont dire que les actes ne sont pas parce qu'on veut gagner. Les gens qui ne sont pas candidats. On est né là, on pose des actes toujours. Non, les gens qui... Non, Jean-Jacques Zé, lorsqu'on vous réveille le matin au village, lorsqu'on réveille le matin au village le jour du vote, on vous dit, voici 2000 pour le transport, ne dormez pas, allez voter. Et vous savez qui vous réveille? Je ne sais pas, si c'est marché chez vous comme ça, ça marche pas chez vous comme ça. Allez voter. On va à la Guyane. Lorsque vous votez, il y a un buffet qui est déjà offert après à 15 000. On va à la Guyane. On va à la Guyane française. La Guyane française. Anis, bonjour. Jacques. Bonjour, merci de nous rejoindre. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour à M. Béas. Bonjour au gyrophare. Bonjour à tout le monde. Le gyrophare est éteint. Le gyrophare fait un repli stratégique. Allons-y, Anissé. Donc, j'ai bien suivi l'avis de notre grand frère Limbi Lobin. Et je pense que sur toute la ligne, il ne fait pas faux. Mais il y a un problème que je pense que vraiment il est difficile de dire que les BA ont échoué, c'est difficile de le dire. Parce que en fait, le problème de fond, c'est que je pense qu'aujourd'hui, ils parviennent à tirer effectivement un peu les leçons de cette élection. Oui. Parce qu'en fait, comme on se disait depuis le début de la semaine, ils ont beaucoup donné. Le PCRN fait partie des partis qui ont vraiment beaucoup donné pour cette élection, pour la préparation. Mais les fleurs n'ont pas, les fruits n'ont pas donné les promesses des fleurs, c'est clair. Et il faudrait maintenant beaucoup plus une étude sociologique. Oui. C'est une étude sociopolitique qu'il faut mettre sur pied pour pouvoir mieux comprendre et se projeter. Et comme notre grand frère Béas l'a dit tout à l'heure, à Pouma, il a compris pour les élections de 2026 qu'il n'y a pas que le fédéralisme communautaire, les gros livres, bien parler, rester à la radio. Vraiment, il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres fils, beaucoup d'autres fibres qu'il faut activer pour pouvoir avoir les suffrages des électeurs. Oui. Donc, il faut qu'on prenne en beaucoup plus de logique politique. Non plus seulement, on n'est plus que dans du marketing, on n'est plus que dans le droit politique, on n'est plus que dans du politiquement correct, disons-nous les vérités, on n'est plus que dans du politiquement correct. Il faudrait maintenant que le PCRN associe à ça beaucoup d'autres éléments sociologiques pour pouvoir se projeter pour les élections de 2026. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Anissé. Merci de rester avec nous depuis la Guyane française et de participer à ce programme. Ce que je dis, il faut l'argent. Jean-Jacques, ce que je dis, pourquoi je vous le dis? Parce que lorsque le RDPC, que je parle là, il me regarde. Quand on ouvre la campagne, ils ne battent pas campagne. Ils ne regardent pas. Ils ne battent pas campagne. Ils attendent les 4 derniers jours. C'est la stratégie. Ils mettent en route les gros véhicules. Ils commencent à défiler dans tout le village. Et quand ils sont dans le village, ils vous disent que vraiment, votez-nous parce que nous, on peut vous donner à manger. C'est là, ils sortent 200 000 francs, 500, ils balancent partout. Les gens crient et les gens sont pas. Et on met les stars comme les gens dans les rangs. Ouais, on met les rangs, ils vont voter. Et il y a une autre fraude qu'il faut enrayer. Et là, c'est pas une fraude. Non. Et moi, non, j'ai dit une autre. J'ai dit une autre. Oui, mais la première, c'était laquelle alors? Non, la première, bon, ok. J'en ai mesuré par le panéliste. Quand il parle, j'ai déjà parlé des fraudes ici sur ce plateau fatigué. Mais il y a une autre fraude, les charters. Et ça, j'appelle tous les opposants qui veulent briguer les mairies, les jeunes Camerounais là. Oui. Quand on va donner la date de la campagne, le jour de l'élection, 2 jours avant l'élection, donc avant le jour où on met le bulletin dans l'urne, vous allez voir des posters entrer
dans vos villages. S'il vous plaît. Ce sont des inscrits, non? Ce sont des inscrits. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, je suis inscrit à Doumentan. Je veux qu'en 2026, je porte le macaron. Nous tous on veut le macaron de 2026. Ah, d'accord. Et c'est là donc que le peuple de la résistance doit donc s'éveiller à ce moment-là. Tout costeur, puisque dans mon village, on connaît tout le monde qui vote. Oui. Donc tout costeur qui entre dans vos villages, qui ne sont pas les costeurs, les habitants du village. C'est la violence, ça. Oui. C'est la violence. Oui, Jean-Jacques Zé. Puisque... C'est des inscrits ou pas? Non. Jean-Jacques Zé. Est-ce qu'on vient voter? Jean-Jacques Zé, tu ne peux pas... Jean-Jacques Zé. Tu ne peux pas être un Douala né à Newbel. Tu ne connais même pas Bonjok. Tu te déplaces pour venir voter à Bonjok. Comment? Est-ce qu'il y a son nom sur la liste? Jean-Jacques Zé, il ne peut pas voter à Bonjok, ce n'est pas le chez lui. Est-ce qu'il y a son nom sur la liste? Jean-Jacques Zé. Moi, je veux savoir, hein. Écoutez. Est-ce qu'il y a son nom sur la liste? Écoutez, Jean-Jacques Zé. Parce que le type qui nous vend le spaghetti dans mon village est inscrit dans mon village. Mais Jean-Jacques Zé, on connaît qu'il est dans le village. Voilà. On connaît qu'il est inscrit dans le nos village. Enfants et nos neveux sont inscrits au village. Jean-Jacques Zé, dans mes trois bureaux de vote, où il y a 600 votants, oui. On connaît le nom de tout le monde. D'accord. Donc si d'aventure, les gens s'ajoutent là-bas, ils ne voteront pas. Sur la liste? Même ils ne voteront pas. Non, j'entends bien. Quand on est sur la liste, on vote. Ils ne voteront pas. Quand on est sur la liste, on vote. Ils ne voteront pas. Comment cela? Pourquoi est-ce que tu vas interdire à un citoyen qui est régulièrement inscrit de ne pas voter parce que ce n'est pas de chez lui? Pourquoi il vient voter? On l'amène dans un poster, on l'héberge 2 jours dans un village. Dans un hôtel, motel, la place. Après, pourquoi? S'il veut voter, qu'il soit donc actif pendant toutes ces périodes-ci, qu'on puisse voir au village et l'identifier comme fils de là ou bien comme habitant de cette zone-là. Voilà notre faute que j'ai évoquée. Mais dis juste que nous avons compris comment faire pour battre le RDPC. Et je vous assure, le RDPC, cette fois-ci, ils ont échappé. Mais les années qui vont suivre, le RDPC va passer d'échec en échec. Parce qu'aujourd'hui, la mobilisation... Pourquoi vous le dites? La mobilisation qui a été celle des vrais Camerounais, que j'appelle toujours les vrais Camerounais, il faut la continuer. Parce que vous avez vu comment on peut faire pour gagner une élection à Douala, à Yaoundé, à Garoua, à Ngaoundéré, à Vomeka et à Sangmelima même. Il faut continuer cette mobilisation. Sangmelima, vous avez gagné? Comment on fait pour gagner? Je n'ai pas dit qu'ils ont gagné. Ah, d'accord. Ou bien qu'on a gagné. Mais juste qu'il faut continuer cette mobilisation. Peuple du changement, c'est là-bas qu'on vous attend. Donc vous êtes d'accord avec l'appel à la mobilisation, coalition de large ouverture. Les casses, ça pourrait permettre justement de régler cette question-là. Parce qu'à 53%, face à 42% pratiquement, c'était faisable. C'était faisable. C'est pourquoi j'ai dit c'était faisable. Oui. Et je dis aussi aux jeunes qui m'écoutent, qui veulent briguer des postes de mairie, n'allez pas là-bas avec 1000 partis politiques au niveau des communes. Mes chers amis, le parti, si un parti qui est fort là-bas est le FSNC, même si tu es de quel parti, allez entrer là-bas. Allez entrer là-bas. Que vous soyez militant ou pas. Allez entrer là-bas. Quelle idéologie vous parlez ou pas? Non, allez entrer. Puisque le problème maintenant, c'est de pouvoir développer nos CTD, Jean-Jacques Zé. Nos CTD suffoquent. Et on ne peut pas résorber le chômage juste à travers l'État central. On va sortir de l'émission maintenant. On a vu cette opposition-là qui et Libby Lobé, les avis sont restés partagés. Nous, on ne tranchera pas. Ils pensent que l'élection aurait pu être gagnée par l'opposition. La faute à l'opposition. Mais quand on regarde quand même des scores, est-ce que lui, David Lobé, ces scores-là montrent qu'il y a désormais des retraités politiques qu'il ne faut pas faire dans la langue de bois dans l'opposition? Absolument oui. Et je pense que vous êtes allé puiser dans mon subconscient. Parce que en m'adressant à mes frères d'armes, Jean-Jacques Béa et Norbert Ebodé. Ah, frères d'armes. Oui. Nous sommes des soldats citoyens au service de la République. Je ne vois pas pourquoi vous y trouverez un inconvénient. Du tout. J'étais donc en train de dire à mes frères de ne pas s'époumoner à faire des bilans sur cette classe politique vieillissante et désormais vouée aux oubliettes, mais de jeter un regard prospectif. Ce regard prospectif nous amène à dire ici avec autorité et sans crainte que des gens comme les Kwemo, les gens comme les Joshua aussi, les gens comme les Akemuna, les Beloba, ça c'est une page qui sera largement tournée
dans les 7 prochaines années. Seuls survivront ceux qui ont la capacité d'opérer des mutations et des mues. Il n'y a aucun indicateur qui nous dit que lors de l'élection présidentielle prochaine, Cabral Libye sera là. Puisqu'il y a une mouvance si active, si dynamique au sein de nos nouvelles formations politiques, telle que le leader n'est plus ce démiurge dont le positionnement ou dont les actions sont imposées de façon religieuse. Il y a désormais une masse critique qui se construit au sein des formations politiques. Et tous ces personnages, entre guillemets, vétustes, sans proposition opérationnelle et fonctionnelle, vont simplement être déracinés. Donc, les années futures... Il n'y aura plus de maïs. C'est nous. C'est essentiellement nous. Et mon souhait le plus ardent, c'est de rencontrer en face des gens comme les gens Jacques Zé, pour croiser le fer strictement sous l'angle des idées. Et de l'idéologie. Oui. Et là, maintenant, la politique aura une autre dimension, tout un autre sens. Donc, Jean-Jacques Zé, pour répondre à votre question, oui, il y a des retraités. Et ils savent qu'ils sont retraités, c'est la raison pour laquelle ils étaient en train de jouer leur bateau. Ou les destructeurs, ou les démolisseurs. Papa Bello Bouba Magari n'a qu'une seule chose à faire présentement. C'est de se retrancher à Garoua. Et d'être pour nous... un bouclier humain devant sa porte. Non. Mais pour un bon repos. D'être pour nous un instrument de conseil, d'encadrement et d'élaboration de certaines perspectives politiques. Mais du point de vue de l'action, il faudrait qu'il reconnaisse que c'est un dossier terminé. D'accord. Et l'émission est terminée. Jean-Jacques Zé, de grâce, précise à tes panélistes qu'ils se trompent lourdement sur mon compte. Ils se méprennent sur mon nom, mais ils sont loin de savoir de quelle région je suis originaire. De plus, depuis, je crois qu'il vous l'a dit, 2017, je revendique d'avoir contribué à hisser le mouvement 11 millions de citoyens à Douala et d'avoir contribué au score réalisé par l'honorable Libye. En politique, si tu ne peux pas, tu laisses.